Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de suivre Espace TV, bienvenue aux 22h. Voici tout de suite le sommaire de ce journal. Clôture de l'atelier de validation du projet de gestion du bassin du fleuve Niger. Durant 3 jours, les cadres du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ont échangé sur la préservation de l'environnement, l'écosystème aquatique du fleuve Niger qui serait menacé par l'action de l'homme. Croisade contre la Covid-19, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires en conclave en toile de fond faire le point sur la nouvelle stratégie de riposte en cours depuis le début du mois de novembre en Guinée. Enfin, comme tous les vendredis, vous suivrez la rubrique culture qui parle des infos culturelles. Soyez les bienvenus à ce journal. Clôture ce jeudi à Conakry de l'atelier de validation du projet de gestion du bassin du fleuve Niger. Pendant 3 jours, les cadres du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ont échangé sur le sujet avec des participants venus de tous bords. L'objectif est la préservation de l'environnement, l'écosystème aquatique du fleuve Niger qui serait menacé par l'action de l'homme. Justin Leno, Aboubakar Keke Bangura. 3 jours d'échanges intenses entre les cadres du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur la gestion durable du bassin du fleuve Niger. Les bénéficiaires ont acquis des notions sur la restauration de l'écosystème. Plusieurs recommandations ont également été faites. La problématique du bassin du fleuve Niger, du Niger est reconnue de valeur sociale, de valeur économique et de valeur écosystémique. Et la partie guinéenne se doit d'accompagner l'équipe pour ressortir les éléments dans leur ensemble, proposer donc des moyens d'atteindre des objectifs afin de les accompagner de façon que la Guinée, qui est à la source, ne soit pas donc à la queue dans la présentation des résultats. Une étude récemment menée a démontré que le bassin du Niger serait en train de perdre ses composantes suite au comportement de l'homme. Un comportement qui s'explique par des activités illicites entraînant d'énormes changements climatiques. D'où l'intervention du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement à travers cette rencontre d'échange. C'est que l'importance écologique et économique du fleuve Niger sont tellement d'envergure qu'il est inutile de démontrer qu'il faut essayer d'agir sur ce terrain de manière à préserver la ressource. Les participants restent confiants que le bassin du fleuve Niger peut booster l'économie guinéenne s'il est entretenu. Au nombre d'une vingtaine, ils auront un rôle à jouer pour atteindre l'objectif que se sont fixés les organisateurs de cet atelier. On reste engagé et on sera engagé. Pourquoi? Parce que la tête de source du Niger se trouve à Farana. Et donc c'est dans notre préfecture. Chacun des Faranaka a cette charge de préserver une source qui est la vie de près de 9 pays pour près de 150 millions d'habitants dans la sous-région. La rencontre est close par la production d'un rapport qui prend en compte toutes les recommandations faites par les initiateurs et participants. Le principal objectif reste sans doute la protection du bassin du fleuve Niger. Environnement encore, la protection du littoral guinéen, un défi que les environnementalistes entendent relever. Guinée Écologie a regroupé ce vendredi des associations de presse, des acteurs de la société civile pour échanger autour du sujet, les atouts de la mangrove exposés et les menaces soulevées. Explication, Mamadou Sadio Baldé, Lamine Silla. La zone côtière guinéenne et ses multiples usages. L'agriculture, l'élevage, l'agroforesterie, la pêche, mais aussi des activités industrielles, minières et hydroélectriques ou encore certains secteurs émergents comme le tourisme. Parce que vous savez que le littoral est dominé par une importante frange de couverture mangrovienne et que la mangrove constitue, si vous voulez, un cœur, sinon un poumon plutôt, du développement d'une économie bleue sur laquelle repose bien sûr le présent et l'avenir économique de la Guinée. L'enjeu, c'est le développement d'une économie bleue. Mais le présent est menacé et l'avenir risque d'être compromis,
Car force est de constater, hormis les exploitations traditionnelles ou classiques, une réelle menace plane sur la mangrove. Mais aussi, il y a l'urbanisation aussi qui constitue un problème essentiel et qui est visible, surtout aux alentours de Conakry, où dans la plupart des cas actuellement, on ne trouve plus de mangroves, alors que 5 ans ou 10 ans avant, il y avait vraiment un écosystème de mangroves qui était là. Si les environnementalistes tiraient la sonnette d'alarme sur une mangrove agressée, aujourd'hui plus qu'hier, elle est tout simplement martyrisée par des entreprises minières et portuaires. Pourtant, tout n'est pas perdu. Il faut que les gens puissent comprendre que, au lieu que chaque entreprise puisse construire son port, il y a des alternatives comme par exemple la mutualisation des ports. Le littoral doit être préservé, que des milliers de vies soient sauvées. Le développement économique ne devrait pas compromettre la survie du capital naturel, souligne le coordinateur de Guinée Écologie. Or, le littoral a bien de choses qu'il abrite et ce littoral a besoin d'une attention particulière. Aujourd'hui, des zones comme la sous-préfecture de Kabaka-Forêt-Karia risquent d'être rayées de la carte du fait des constructions d'édifices sur le littoral. Le président de la République vient de donner des instructions au département en charge de l'économie et des finances, du plan et du budget pour permettre le bouclage du programme en cours avec le FMI, entendez Fonds monétaire international. Ces instructions ont pour objectif de renforcer la gestion rigoureuse des dépenses publiques. Alpha Condé l'a dit lors du Conseil des ministres tenu hier jeudi par visioconférence. Mariam Fodé Camara commente les images d'Elhaj Aliouba. Au cours du Conseil des ministres, le président Alpha Condé a informé de sa décision de mettre en place une structure chargée de renforcer le contrôle sur la passation de la gestion des marchés publics dans l'objectif d'améliorer la gestion des finances publiques conformément au mot d'ordre gouverner autrement. Le président de la République a instruit le ministre de l'économie et des finances à identifier les bailleurs de fonds et institutions internationales susceptibles d'accompagner un programme de formation soutenu en faveur des responsables de passation des marchés publics. Au chapitre des communications, le ministre de l'Industrie et des PME est revenu sur le programme pays entre la Guinée et l'ONUDI pour la période 2020-2023. Il a soutenu que ce programme est flexible et adresse les défis de base pour un secteur industriel compétitif. Au terme de l'exposé, le Conseil a apprécié cet exercice et a invité le ministre à travailler dans le cadre d'une politique sectorielle d'ensemble avec la ministre en charge du plan et du développement économique pour une meilleure intégration des composantes du projet en rapport avec le document du PNDES 2 en cours de préparation. Celui de la pêche a axé sa communication sur l'organisation d'une table ronde des bailleurs sur le projet prioritaire pour le développement du secteur de la pêche en Guinée. Le Conseil a apprécié l'initiative pour la visibilité donnée au secteur de la pêche et initié les ministres du budget et des finances à mettre à la disposition le budget résiduel de préparation de cette table ronde. Au titre des divers, le Conseil a déploré la diffusion des informations diffamatoires par des médias sur un membre du gouvernement autour d'un détournement sans en apporter la moindre preuve. Le Conseil a par ailleurs demandé la HAC à veiller à l'application des règles d'éthique et de déontologie ainsi qu'au respect des dispositions de la loi sur la liberté de la presse. Dans l'actualité encore, l'affaire Nampaya Gate défraie la chronique. Le gouvernement nie les accusations de détournement de plus de 200 milliards de francs guinéens portées contre la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Dans un communiqué, il menace le site Guinée News, l'auteur de l'enquête, de saisir la HAC et éventuellement la justice. Une attitude qui ne rassure guère l'opinion publique en ce qui concerne la lutte contre la corruption annoncée par le président Alpha Condé. Mamadou Kalisso, Kiabosadouba. Le gouvernement de Kassori Fofana vient-il de rater une occasion franche de sévir contre la corruption et le détournement des deniers publics qui gangrènent l'administration guinéenne? Dans un communiqué laconique, le Premier ministre nie sans réserve le Nabaya Gate. Il menace même le site Guinée News, l'auteur de l'enquête, de saisir la HAC et des poursuites judiciaires.
En agissant de cette manière, le gouvernement voudrait étouffer le dossier qui risque d'emporter des dignitaires du régime. Avec ces révélations, c'est une boîte de Pandore qui allait être ouverte, que dans la foulée de la ministre qui est incriminée, peut-être que c'est beaucoup d'autres dont les affaires seraient révélées sur la place publique et que le communiqué du gouvernement ressemble en réalité à une attitude de défense. Le site Guinée 7 a aussi investigué sur ces dossiers. D'après son administrateur général, c'est le président Alpha Condé en personne qui a découvert ce scandale. La plupart des informations données par Guinée News ont été confirmées par les sources de Guinée 7, selon Ibrahima Sori Traoré. Notamment le détournement d'1,3 milliard fourni par l'Agence française de développement et les 26 milliards dans l'organisation des examens de sortie. Mais aussi... Traoré, parlons justement de changement de rubrique. Est-ce que vous voulez nous parler de ces examens nationaux ou dans l'article, il est indiqué qu'il a été, dans un départ, prévu 27 milliards et qu'il y a eu changement pour devenir 43 milliards et qu'après décaissement, on a donné finalement 15 milliards pour ces examens. Est-ce que vous nous le confirmez? Je dis que oui, nos sources nous ont confirmé cela, que cela a existé. Mais le changement de rubrique, c'est quand vous... il y a une rubrique investissement. C'est quand vous prenez de l'argent dans cette rubrique investissement pour une autre rubrique genre achat de matériel. Le coordinateur de Guinée News promet d'autres révélations très prochainement. Ce média ne compte pas se laisser distraire par une quelconque menace. Les gens qui savent, qui sont impliqués dans cette affaire, ils n'ont qu'à monter et descendre là. Un jour, la vérité jaillira. Mais l'utilisation, ni Guinée News, ni Youssou Boundouti, là, dont je suis, vraiment, ça ne nous ébranle pas du tout. La révélation d'un tel scandale devrait permettre aux dirigeants de diligenter des enquêtes sérieuses et de punir les coupables, suggèrent certains observateurs depuis la sortie du gouvernement. L'équipe de Kassori est déjà en contradiction avec le discours du chef de l'État qui promet pourtant de lutter contre la gabegie financière. Restons dans le même registre. Après les médias, les activistes de la société civile mettent aussi le pied dans le plat. Voilà. C'est le cas de la Ligue pour des droits et la démocratie en Afrique, LIDA. Interrogé ce vendredi, son président Mamadi Kaba dit détenir lui aussi des éléments qu'il n'hésitera pas à brandir les jours à venir. Ali Badra Kamara et El Haj Aliouba. Le Nabaya Gate ou le prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens. Le feuilleton ne fait que commencer en Guinée. Après les étonnantes révélations de la presse et en dépit du démenti fait par le gouvernement, les choses pourraient bien se compliquer dans les jours à venir. La Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, LIDA en abrégé, vient de confirmer disposer les éléments accablants. Jenab Drami. Nous avons les informations avec plus de détails et puis de sources très crédibles. Donc, il est important que le président de la République prenne cette affaire de lutte contre la corruption à bras le corps et qu'il travaille à faire la lumière sur ces détournements afin que les auteurs, tous les auteurs et leurs complices soient punis sans complaisance conformément à nos lois. À la position du gouvernement qui menace d'ailleurs des poursuites judiciaires, Mamadi Kaba y voit une simple histoire de solidarité dans le mal. Et quand une telle révélation est faite, la solidarité n'est pas nécessaire. C'est une solidarité dans le mal. Ce qui est nécessaire, c'est on s'attendait à ce que le gouvernement annonce qu'il va faire toute la lumière sur ces événements et traduire les auteurs en justice. C'est à cela qu'on s'attendait, mais nous sommes très surpris par cette solidarité dans le mal, parce que en fait, c'est l'annonce d'une résistance au changement et cela nous inquiète à plus d'un titre. Pour preuve que le feuilleton Nabaya promet encore des épisodes, la jeunesse du RPG à Cranciel vient de se désolidariser de la position du gouvernement et exige des éclairages dans ce dossier. Une déclaration que Mamadi Kaba salue pour son sens de responsabilité.
Et puis, parlant toujours de cette affaire de présumé détournement de 200 milliards de francs guinéens, la jeunesse du parti au pouvoir ne partage pas la démarche du gouvernement et exige l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette affaire qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la logique du chef de l'État qui a promis au peuple de Guinée de gouverner autrement. On écoute à propos le porte-parole de la jeunesse du RPG. La jeunesse du parti regrette le communiqué de démenti du gouvernement sur un détournement présumé de 200 milliards de nos francs, sans avoir pris le temps nécessaire pour examiner le dossier. La jeunesse du parti demande au gouvernement de s'inscrire dans la logique du chef de l'État, car après sa victoire à l'élection présidentielle du 10 octobre 2020, le président de la République a promis au peuple de Guinée de gouverner autrement le pays. Dans le souci de soutenir les bonnes intentions du président de la République et dans l'optique de protéger la gouvernance du RPG Arc-en-Ciel, la jeunesse du parti demande à l'Inspection générale des finances, à l'Inspection d'État, au secrétariat général de la lutte contre la drogue et crimes organisés et à la Cour des comptes de faire toute la lumière sur ce détournement présumé de 200 milliards de nos francs entre les cadres des ministères de l'enseignement technique, du budget, des finances et d'autres cadres qui seraient parrains, ce afin d'éclairer la lanterne publique sur ce dossier brûlant et lever tout équivoque. Et puis, pour être tout à fait complet avec cette affaire de présumé détournement, le procureur de Kaloum se saisit du dossier. Alseni Kamara, dans un communiqué rendu public ce soir à la RTG, a indiqué que sa juridiction décidait de procéder ou de faire procéder à des enquêtes plus approfondies. Le parquet précise tout de même que de telles poursuites seraient initiées soit pour détournement de deniers publics ou pour dénonciation calomnieuse. Nous reviendrons donc sur cet élément et c'est ce qu'on pouvait dire par rapport justement à cette affaire de présumé détournement qui défraie la chronique en République de Guinée. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Santé, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et ses partenaires ont fait ce vendredi le point de la situation de la nouvelle stratégie de riposte en cours depuis le mois de novembre en Guinée. Les responsables en charge de la lutte contre la Covid-19 se félicitent de la réduction du taux de contamination et invitent les populations à se faire dépister. Bernard Koundouno, Aboubakar Din Kamara. La conférence a consisté à évaluer le plan stratégique de recherche active des cas de coronavirus couplé à la sensibilisation lancée il y a quelques semaines à Conakry. Sur les 22 995 personnes testées, seulement 149 personnes sont déclarées positives au coronavirus. On était à un taux de positivité qui avoisinait les 10%. Donc vous voyez déjà l'un des effets bénéfiques de ce dépistage précoce, c'est la baisse du taux de positivité qui est quitté de 10% à 1,9% hier. Et en plus, notre occupation des lits en réanimation, c'était autour de 60%. Actuellement, nous sommes autour de 25%. De nos jours, le taux de contamination passe de 10% avant la campagne à 1,9%. L'ANSS et ses partenaires se félicitent du résultat et invitent les populations à aller vers les 21 sites de prélèvement installés dans les quartiers de Conakry pour se faire dépister. Nous voulons que la population, chacun en ce qui le concerne, aille dans ces sites pour se faire prélever, pour connaître son statut. Quand tu cherches la maladie, si tu la trouves dans ton propre corps, tu as plus de chances de survivre. Après l'administration et les ONG, l'ANSS compte élargir ces séries de tests au niveau des commerçants, des chauffeurs, dans les mosquées et églises dès la semaine prochaine, annonce son directeur général. À partir de la semaine prochaine, toutes les mosquées de Conakry, dans les zones de Conakry, les 500 mosquées et les églises, les imams, les prêtres et les conseils de mosquées et de conseils d'église qui ont beaucoup d'audience, tous ceux qui ont beaucoup d'audience, on va les tester. L'ANSS dit avoir pris des dispositions pour une rentrée scolaire bien sécurisée.
Parlons encore de coronavirus pour dire que le flou plane autour du don fait par l'Agence française de développement pour la lutte contre la Covid-19 en faveur de l'enseignement technique. Certains bénéficiaires directs qui sont les centres de formation professionnelle disent n'avoir rien reçu. C'est le constat du CFP de Matoto. Rosaline Goto-Monemo, Aboubakar Din Kamara pour le reportage. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'Agence française de développement aurait donné à l'Agence nationale de sécurité sanitaire plus d'1 milliard de francs guinéens, un montant destiné au département de l'enseignement technique qui devrait être distribué aux centres de formation professionnelle dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la maladie. Le directeur du CFP de Matoto dit que sa direction n'a reçu aucun montant. Cependant, il reconnaît avoir reçu des kits et des masques de protection venant du département lors de la rentrée des classes. Nous n'avons pas reçu un montant par rapport à ça, mais c'est que cette année, avec la pandémie, il y a eu 2 ouvertures successivement. Ils sont venus avec tout ce qui était là, comme corollaire, les bavettes, les kits, mais on ne sait pas maintenant l'originalité, mais c'est venu du département. Même réaction chez les enseignants de ce centre. Pour cet autre, il n'a reçu aucune information concernant un don quelconque de l'Agence française de développement en faveur des CFP dans la lutte contre le coronavirus. Si les autres professeurs sont informés, mais moi, Morcele Camara, je ne suis pas au courant de ça. C'est ma première nouvelle aujourd'hui avec vous. Pour l'organisation des examens de sortie, le directeur dit avoir reçu près de 40 millions de nos francs, un montant qu'il a trouvé suffisant pour la réalisation des travaux pratiques. Nous sommes de 43 millions. Bon, ce qu'on a reçu, pour nous, c'était suffisant parce qu'on a 6 filières. Et les 6 filières, cette année, bon, tous les élèves ont travaillé. Si on a l'habitude de les faire travailler par groupe, cette année, ils ont travaillé individuellement. Cet argent offert au CFP par l'Agence française de développement serait-il utilisé pour l'achat des bavettes et des kits sanitaires qu'ont reçus les centres de formation professionnelle à l'occasion de la rentrée des classes? Une question qui ne trouve pas de réponse pour l'instant. Les acteurs syndicaux guinéens ne sont pas fiers de l'image qu'ils renvoient en ce moment à cause de leur division. Depuis le décès du camarade Lumbemba Souma, ils multiplient les initiatives qui visent une réconciliation des structures syndicales minées, comme vous allez le voir, par une crise sans précédent. Marissa Camara, Kieronsa Deba. Au décès de Lumbemba Souma, les syndicalistes ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Aujourd'hui, ils ne veulent pas seulement respecter les dernières volontés de ce pionnier du syndicalisme guinéen, décédé début novembre. C'est une chose qui leur tient à cœur pour redorer le blason. Nous nous sommes résolument engagés à aller vers la réconciliation pour que les travailleurs guinéens puissent avoir tous les intérêts attendus et pour qu'on nous prenne au sérieux en tant que structure, parce que rien ne vaut la réconciliation. L'engagement est total et inconditionnel. Les secrétaires généraux rencontrés ont pris l'engagement de parler d'une même voix afin de défendre les intérêts des travailleurs guinéens. Aujourd'hui, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, l'USTG est engagé résolument à résoudre ce problème. Donc nous sommes à la disposition de cette commission, une commission de réconciliation. Nous allons y travailler pour parvenir aux solutions idoines que nous souhaitons. Des engagements qui rassurent la chef de la délégation. Elle félicite ses camarades syndicalistes pour cette ouverture. Les secrétaires généraux sont engagés, ont regretté ce qui s'est passé et ils nous ont tous dit qu'ils étaient partants pour une réconciliation sincère et que toute la vérité soit dite. Dans les années antérieures, le mouvement syndical guinéen parlait d'une même voix et cela leur donnait de la force dans leurs différentes revendications. C'est cette voix perdue qui est recherchée en ce moment comme un trésor au milieu de nulle part.
Le championnat national du slam de Guinée est organisé par le club JR en collaboration avec la Ligue guinéenne du slam qui a sa deuxième édition cette année. Aujourd'hui, c'est l'étape des quarts de finale qui se déroule à Kipé dans l'enceinte du studio Kera. C'est un concours qui vise à valoriser le talent des jeunes Guinéennes et promouvoir la prise de parole en public. Aminata Will Kamara et Yacouba Traoré. Même face à l'amour, je garde ma rancœur. Cette compétition dénommée Championnat national du slam Chance est initiée par le club J'articule en collaboration avec la Ligue guinéenne du slam. Voilà, nous avons organisé cette compétition. C'est pour permettre aux jeunes Guinéens qui sont amoureux de mots, de slam et de poésie d'être en émulation, de pouvoir compétir. Ainsi, chacun d'entre eux aura l'occasion de passer sur scène, déclamer par tour de rôle le texte. Et ainsi, à l'issue de cela, nous pourrons trouver un champion national de slam qui va nous représenter. Donc l'idée, c'est de trouver le champion national de slam comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays. Elle a mis d'abord en compétition 60 candidats qui ont exprimé leur talent de slam et au finish, 23 sont retenus pour les quarts de finale au compte de cette deuxième édition. Et le simple fait de venir, n'est-ce pas, livrer mes mots et les donner à mon public, voilà, déjà, c'est ma joie, en fait, c'est ma victoire. Ça me donne un très grand plaisir. C'est l'occasion pour moi d'affirmer ce que je pense intérieurement et que personne d'autre n'arrive à comprendre. Le médecin soigne, oui, et Dieu donne la guérison. Donc ici, nous sommes là, c'est pour montrer le meilleur de nous-mêmes. Je ne suis pas là forcément pour gagner, non. Je suis là pour montrer le meilleur de moi. On ne sait jamais, vous, madame, qui êtes là, vous pouvez me prendre et puis vous dites, je prends ta formation en charge pour le slam. Je suis heureuse. Je vais encore m'efforcer de donner du nouveau et du renouveau aux mots et aux syllabes à la demi-finale. Détermination et concurrence marquent ces quarts de finale. Chaque artiste montre ses compétences au public. Ce concours obéit à des principes dignes d'une compétition professionnelle, comme l'indique l'un des jurys. C'est juste avoir la capacité et aussi le potentiel d'écrire, de rédiger quelque chose, de pouvoir déclamer ceci en public. Si vous avez le minimum de cela, on vous donne la chance de représenter la Guinée. La clôture de cette deuxième édition est prévue pour le 18 décembre 2020 pour la grande finale. Terminons ce journal par la rubrique culture. La fin d'année 2020 s'annonce bien pour le secteur culturel. Entre décisions visant à aider le futur des artistes guinéens s'ajoute la reprise des concerts grand public et les cérémonies de remise des trophées aux acteurs culturels africains qui se sont démarqués durant l'année 2020. Suivez. Bonsoir à vous et merci de suivre l'actualité culturelle. Sur le plan national, désormais, c'est acté et structurel. Aucun artiste guinéen ne pourra faire une prestation scénique sans sa carte d'assurance maladie. C'est une décision du ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, Sanoussi Bontamasso. Une souscription qui peut permettre à l'assuré d'être pris en charge par l'État à hauteur de 75%. Pour Sayo Bamba, directrice de l'Agence guinéenne de spectacle, la démarche est salutaire et la décision sera appliquée à la lettre. Rappelons que depuis quelques années déjà, le gouvernement guinéen, à travers le département en charge de la culture, des sports et du patrimoine historique, tente de redorer le blason de la culture guinéenne à travers des initiatives innovantes. Un service d'assurance maladie est donc mis en place pour permettre aux artistes de se guérir en cas de maladie. Il s'agit bien sûr de souscrire à partir de 800 000 francs guinéens par an, dont la moitié est payée par l'État, et en cas de maladie, les 75% des frais et de traitement revient au gouvernement. Sayo Bamba, directrice de l'Agence guinéenne de spectacle, pense que cette aubaine est structurelle et bien suivie. Adafo Events et Abdoulaye Productions annoncent Diamond Platinums à Conakry pour une série de concerts allant du 3 décembre au Palmes Camayennes, le vendredi 4 décembre au Palais du Peuple, en concert grand public à 14 h. Les prix à 35 000 francs guinéens. Le 5 décembre, il sera du côté de Kindia et le 6 décembre du côté de l'Abbé. Concert grand public également à partir de 35 000 francs guinéens. Enfin, sur le plan international, les nominations
destination connue après plusieurs mois d'attente. African Talent Awards, l'événement culturel le plus attendu du continent, a commencé à révéler le week-end dernier la liste des personnes nominées pour sa 4e édition. L'événement se déroulera à Abidjan le 26 décembre 2020. Artistes, personnalités, humoristes, plusieurs figures africaines ont été nominées pour la richesse du travail abattu durant cette année. À peine les premiers visuels rendus publics que la toile brillait essentiellement aux couleurs de l'événement. Bon nombre d'entre eux ont relayé avec satisfaction l'information à leurs fans et abonnés sur les différents réseaux. Vu le cachet exceptionnel des African Talent Awards, l'organisateur confiait qu'il s'employait à offrir une soirée sans précédent. Bientôt, les votes débuteront pour faire les élus. A signaler que Jupiter The Vibe est nominé dans la catégorie Best African New Artist francophone, Artist of the Year, bien sûr. Et bien sûr, nominé aux African Talent, toujours par rapport aux nominations 2020, la chanteuse ivoirienne José appelle à son retrait immédiat. L'interprète du titre Diplôme, la chanteuse José n'aime pas les histoires. C'est pourquoi elle demande son retrait immédiat et sans délai des African Talent Awards. Mais ce n'est pas tout. José a également crié son ras-le-bol au directeur général et promoteur de ce projet. Que les choses soient bien claires, je n'ai aucunement donné l'autorisation aux organisateurs de African Talent Award de me nominer. Bien au contraire, cela fait aujourd'hui 2 ans ou plus. Je crois que je refuse de participer aux nominations de African Talent Award, a tenu à préciser José à ses fans. Selon l'artiste, ce rejet brut et sans négociation aucune s'explique par des raisons que Honora Aguirre, promoteur de cet événement, et José savent très bien pour en avoir déjà discuté. Il s'est maintes fois excusé, voilà des excuses qui n'ont pas été acceptées, et n'a pas bien sûr arrêté de demander de revenir, et j'ai dit non, selon José, qui a clarifié sur sa page Instagram. C'est pourquoi elle ne comprend toujours pas la raison pour laquelle le projet l'oblige à participer à un concours dont le DG fondateur et son équipe, il y a de cela 2 ans, l'ont traité de mauvaise perdante. J'ai encore des captures d'écran, a-t-elle prévenu. Pour elle, ce projet a perdu tout crédit à ses yeux. C'est forcé ou bien enlever moi dedans. Je n'aime pas les histoires. Merci beaucoup. Cela, nous l'avons suivi sur sa page Instagram. Ainsi prend donc fin ce journal et l'actualité culturelle, bien sûr. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme à tous. Voilà, ces images culturelles glanées par Balarissa Kouyaté mettent fin à ce journal réalisé par Mohamed Valek Touré. La régie a été assurée par le Quator Cheikh Kaba, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, Aboubakar Fouté Souma. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous sur Espace TV.